The World's Religions de Huston Smith, philosophe américain, spécialiste des religions. Donc son livre The World's Religions s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Donc c'est, je crois, une sorte d'incontournable sur le sujet des religions. Alors Clem voulait que je fasse une blague. Il m'a dit viens, on dit un faux nom de livre et c'est marrant. Quoi Je vais pas vous dire le livre qu'elle m'a dit. Mais arrête. Mais c'était pas woke. Alors, pourquoi c'est intéressant parce que ce monsieur a eu l'idée de consacrer un chapitre à toutes les religions principales. Et ce qui fait que le livre est un peu original, c'est qu'il a décidé d'en parler en prenant l'angle de c'est quoi les plus grands enseignements, on va dire philosophiques, qu'on peut tirer de chacune de ces religions. C'est ça son angle d'attaque. C'est-à-dire, en gros, il s'est pas dit je vais me moquer, je vais prendre des trucs un peu ridicules, je vais vraiment essayer de... Ok, c'est quoi vraiment les trucs les plus malins qu'on pourrait tirer de chacune des religions. Et lui, il a quoi comme bagage ou... Bah écoute, c'est un philosophe américain spécialiste des religions. Donc Ok. en gros, Tu l'as dit au début ou pas? Je l'ai dit au début. Waouh, ça commence Donc en bien. gros, j'ai envie de dire, c'est sa spécialité. Voilà. Donc c'est vrai que dans notre époque, on va dire moderne, je sais pas comment appeler ça, on est souvent confronté à la religion dans des contextes où les gens vont croire à des choses surnaturelles, qui font pas vraiment contact avec la réalité, qui vont être l'objet de moqueries. On peut même aller jusqu'à dire que parfois certaines moqueries sont un petit peu méritées. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve que là où on est, enfin, plus souvent confronté entre guillemets à la religion aussi, c'est juste dans les rituels qu'elle impose, du coup, je vais dire. Ouais. Genre quand on va à un mariage, de quelle que soit d'ailleurs la religion, quand on va à je sais pas quoi, un baptême dans la religion chrétienne et tout. Enfin, je trouve que c'est plus là qu'on... Mais tu trouves que... Au départ, quoi, en tout cas. Ouais, Après, il y a... moi, je trouve que quand tu vas à un baptême, ça peut susciter les moqueries dans notre entourage. Ok. Ouais, c'est pas... Je serais pas aussi tranché que toi. Ouais, je trouve qu'on a tendance à l'associer à quelque chose d'un petit peu ridicule. C'est ce que je vois dans mon entourage. Donc voilà, je trouve que l'approche du livre est intéressante. Ouais, carrément. Voilà, parce que d'un côté, c'est pas une approche religieuse, donc le mec va pas rentrer dans des phénomènes surnaturels, mais de l'autre côté, il va essayer d'en tirer le meilleur. Donc c'est très intéressant, oui, je trouve, justement, pour sortir de ce truc très moqueur, quoi. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça le pari de Huston Smith. Je sais pas comment ça se prononce, et 3 millions d'exemplaires, c'est beaucoup. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment beaucoup. Et donc dans le livre, il y a toutes les religions principales, évidemment, mais vu qu'on va pas faire un épisode en faisant toutes les religions, en fait, j'ai voulu parler uniquement dans cet épisode des chapitres qui m'ont le plus intéressé / touché. Donc il y en a 3. Donc ça va être, on va parler de l'hindouisme, donc notamment on va parler des castes, ça va être rigolo, le bouddhisme et le confucianisme. Et en fait, je me rends compte que ça m'a intéressé parce qu'en fait, juste, c'est ceux qu'on connaît moins, en fait. Un peu, voilà, tout simplement, quoi. Voilà. Donc on va voir ça. Et forcément, on va passer vite, parce que même 3 religions, finalement, c'est beaucoup pour un épisode. Donc forcément, voilà, je pense qu'on va avoir des critiques de gens qui nous disent vous n'avez pas vu tel et tel aspect qui était plus intéressant, vous devriez consacrer un épisode entier sur telle ou telle religion, voilà. Mais bon, c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est de faire le bouquin de Huston Smith. Et voilà, on a quand même... Oui, puis c'est intéressant aussi, du coup, on pourrait faire un épisode par religion, mais c'est intéressant aussi de pouvoir peut-être comparer ou faire des parallèles entre ce que dit l'un et l'autre, non ? L'un et l'autre de... les différentes religions, quoi. Oui, mais c'est sûr qu'on va comparer aux choses qu'on connaît.
C'est sûr. Okay. C'est sûr qu'on va faire ça. Voilà. Je sais bien que les gens qui sont fans des religions orientales sont souvent insupportables, mais on va essayer de passer outre et de quand même prendre les choses intéressantes. Moi, je suis pas d'accord avec T'es toi. pas d'accord? Les gens qui... Quoi? Ouais, justement, t'es pas d'accord? Ils sont pas insupportables, les gens qui... Bah, je sais pas ce que t'imagines. J'imagine que t'imagines des clichés. Un truc hyper caricatural, ouais. Ouais. Le mec avec ses statues de Bouddha chez lui. Ouais. Ouais. Et qui brûle de l'encens en rentrant chez lui. Ouais, le par soir, exemple. Par exemple. J'en connais pas, mais j'imagine que ça doit être insupportable. Non, moi, j'ai eu un prof de chinois et je pense qu'il était un peu confucianiste. On dit comme ça. Et il était méga intéressant et j'avais kiffé au lycée. C'était trop intéressant, quoi. Non, mais ça marche pas parce qu'il est chinois. Je te parle de gens qui sont... Non, justement, il est pas chinois. Il était breton. Ah! Il s'est intéressé donc ça marche. D'accord. à cette religion et à la langue et tout. Et du coup, il était stylé. Ok, c'était pas énervant. Très bien. Bon, bah, tu vois, enfin, je trouvais pas ça énervant. Peut-être qu'il était dans sa vie énervant, mais... Très bien. Très, très bien. Voilà. Vous avez remarqué que Georges n'était pas là. Voilà. Ouais. Il est allé voir Joker 2 au cinéma. Il paraît que c'est bien. Donc on est tout seul. Il nous fera un débrief dans le prochain épisode. Il ne fera pas un débrief. Donc on est tout seul avec Clem et donc tous les fans de Clem sont aux anges. Voilà. Et en plus, j'ai envie de dire quand même, la religion, c'est pas trop le truc de Georges, donc je trouve que on fait quand même les choses plutôt bien. Un petit peu paf paf. Ouais. Tu le fais passer quand il est pas là. Derrière son dos, exactement. Voilà. Donc on va attaquer Hudson Smith. Je sais vraiment pas comment on le prononce, je suis désolé. Et donc on va commencer par l'hindouisme. Et l'hindouisme, un des points centraux, selon Hudson Smith, c'est l'insistance sur le fait que les gens sont différents. Et ça, moi, ça m'a intéressé parce que en Occident, c'est plutôt quelque chose qu'on met pas en avant, qui nous gêne. Le fait que les gens soient différents, c'est plutôt tabou. Et donc ça m'a intéressé le fait que en Inde, dans l'hindouisme, mais donc du coup forcément en Inde, d'après Hudson Smith, on a plutôt tendance à souligner ça. Et donc quand il dit les gens sont différents, alors ils sont différents sur plusieurs axes. Il y en a deux que j'ai retenus, c'est que déjà ils sont différents temporellement, donc ça c'est un truc auquel on va s'intéresser tout à l'heure. Donc adulte, c'est différent de enfant, et personne âgée, c'est différent de adulte. Voilà, donc les gens sont différents temporellement. Et surtout, ça, on va le voir tout de suite avec les castes, les gens sont différents spatialement, si je puis dire. Donc c'est d'un individu à l'autre, les gens sont différents, et l'hindouisme insiste là-dessus. Et donc c'est là qu'intervient le système de caste. Alors je sais pas si ça t'évoque quelque chose, les castes, Clem. Enfin, moi, avant que je lise le livre, j'avais vraiment une idée caricaturale, mais peut-être tu peux donner ton idée caricaturale, ça peut être intéressant. Ouais. Bah pour moi, parce que tu vois, t'as dit ils sont séparés spatialement, je pensais que c'est socialement, en fait, que c'était un espèce de statut social, la caste dans laquelle t'étais, selon la famille dans laquelle tu naissais, quoi. Tu pouvais pas trop y faire grand-chose. Ouais. Et en gros, oui, c'est ça, il y a, je sais pas, le bas de gamme jusqu'au plus haut de gamme. Ouais, c'est horrible, c'est la façon de le dire, mais en gros, de toute façon, un peu je sais pas quoi, j'aurais dit une caste de gens pauvres et peu érudits, et puis il y a peut-être différentes étapes jusqu'à la caste des gens érudits, et j'aurais dit riches du coup, mais je sais pas en fait. Ouais, mais en gros, quand je connaissais pas, j'aurais dit à peu près pareil que toi. En effet. Donc le système de caste, il est très ancien. On pense qu'il vient de 2000 ans avant Jésus-Christ, quand ce qu'on appelle le peuple arien a migré en Inde. Et donc l'auteur dit que, en effet, parce que c'est plutôt quelque chose qui est critiqué, hein, le système de caste. Ouais. Donc en effet, il dit le système de caste actuel, donc faut bien souligner actuel, est rempli de perversions. Ça veut dire que typiquement, il existe des gens qui sont hors caste, c'est les intouchables. Mm-hmm. Donc ça, c'est une perversion. Donc ça serait l'équivalent aujourd'hui, si on devait faire une analogie, ça serait les gens qui klaxonnent en voiture, par exemple. Et il y a eu au fil
au fil du temps des créations de sous-castes, parce qu'à la base, il y en a 4 des castes. Et donc, au fil du temps, il y a eu des créations de sous-castes, si bien qu'aujourd'hui, il en existe plus de 3000, dit l'auteur. Donc, ça me paraît incroyable, mais c'est ce qu'il dit. Ouais. Je sais pas comment ils font pour tenir à jour leur fichier de caste, mais voilà. Et c'est un truc qui est enregistré dans ton état civil? Ah non, j'en sais rien du tout. Je pense pas qu'ils ont un Google Spreadsheet avec, mais bon, peut-être ils en ont un. Mais donc voilà, donc il y a des sous-castes qui se sont développés au point que, 3000, ça me paraît quand même ridicule. Il y a des notions je trouve que ça perd tout son sens du coup parce que Oui, c'est bizarre. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'individus. Enfin, bon, ils sont beaucoup en Inde, mais je pense qu'il faudrait mieux connaître pour savoir ce que ça implique en vrai. Mais voilà, en tout cas, il dit que ça c'est une des perversions, c'est que ça se sous-développe. Il y a des notions de privilèges qui sont apparues, c'est-à-dire que la caste à laquelle tu appartiens est devenue héréditaire. Et vous allez voir que quand on décrit le principe des castes, c'est vrai que c'est pas évident que ça devrait être héréditaire. Okay. Et donc, il dit, avec toutes ces choses contre elle, on pourrait être surpris que des gens continuent à défendre l'idée de base de ce système. Et donc là, on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui, dans l'idée de base des castes, qu'est-ce qui chez les hindous, pourquoi ils trouvent ça bien. Et donc on va expliquer ça. Et donc, il existe 4 castes principales. Donc, la caste la plus haute, c'est les brahmanes, les intellectuels, les leaders spirituels, philosophes, artistes, professeurs. Et donc, c'est la caste qui est tenue en plus haute estime. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est pas la caste qui est la mieux payée, parce qu'ils sont censés être au-dessus de tout ça. Et pas être intéressés par l'argent. Et donc, ils sont censés être indifférents aux richesses et au pouvoir. C'est vrai qu'on retrouve un peu ça chez nous. C'est-à-dire que les philosophes, les artistes et les professeurs, c'est pas les mieux payés. Et c'est marrant qu'il y ait ce parallèle-là quand même. Moi, ça m'a marqué, quoi. Ensuite, la case d'en dessous, c'est les kshatriyas. C'est les administrateurs, donc c'est les gens qui managent les gens, qui gèrent les projets. Ensuite, il y a les vaishya. Est-ce que je prononce bien? J'en sais rien. C'est les producteurs, artisans, fermiers. Et les derniers, c'est les shudras. Donc, c'est les travailleurs non qualifiés. Précieux, nous dit Hudson Smith, sous la direction de superviseurs. C'est des gens qui ne pourraient pas être à leur compte. Ils ont besoin d'un superviseur et ils ont besoin de, il dit en anglais clock in, clock out. Donc en français, on dirait pointer. En gros, ils arrivent au travail et quand ils repartent, le travail c'est fini. Enfin, ils n'emportent pas leurs soucis à la maison, quoi. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, globalement, normalement, si on est un bon occidental, on est choqué parce que c'est complètement tabou de faire ce genre de catégorie. Donc ça nous plaît pas. Donc là, il y a Gilles Verdez qui est choqué normalement. Et ce à quoi Huston Smith dit que les Indiens répondraient: on s'en fout que ça te plaise pas, de toute façon, c'est comme ça, les gens sont différents. Et donc je sais pas si toi, ça te choque un peu, ou est-ce que finalement tu te dis ces catégories-là, on les retrouve, quoi, un petit peu. En fait, ça me choque pas. Enfin, tu vois, les catégories, elles quelque part, elles existent naturellement. Alors, j'avoue, 2000 ans avant Jésus-Christ, je sais pas trop comment c'était, mais bon, bref. Mais ce que j'ai pas trop compris pour l'instant, c'est qu'est-ce que ça implique, tu vois, d'être dans telle ou telle caste. Et parce que c'est ça, là tu disais il y a des déviances ou des déviations qui est que ça crée des privilèges ou pas, ou des anti-privilèges ou je sais pas quoi. Peut-être c'est là où ça devient gênant. Après, reconnaître que il y a des différences, c'est comme si là on reconnaissait qu'il y a différents corps de métiers, quoi. Enfin, tu vois, du coup. Ouais, non, je vois ce que tu dis. Oui, faut s'intéresser à ce que ça implique. Déjà, ça implique des différences de rémunération. Donc, les différentes castes n'avaient pas la même rémunération. Et la rémunération était proportionnelle au service rendu. Donc, sauf pour les brahmanes, c'est ce qu'on a dit, qui ne sont pas censés être intéressés par la rémunération. Voilà. Et donc, c'est-à-dire est-ce qu'au sein d'une même caste,
tu vois, les administrateurs, est-ce qu'ils sont tous payés pareil ou est-ce qu'il y a aussi parce qu'il y a une sorte de hiérarchie? Ouais, ça, je sais pas, je pense pas qu'on. Mais je sais pas pourquoi ça serait important qu'il y ait. Du coup, c'est le Non, système de sous-caste quoi, que tu décris. ouais, je sais pas. Ouais. Mais je sais pas si c'est si important que ça. Enfin, Non, mais c'est juste que du coup, je comprends pas. Mm. Là, tu dis, ouais, ça crée des rémunérations différentes d'être dans les castes. Mais je sais pas, du coup, dans les sociétés occidentales, bah ok, il n'y a pas les castes, mais il y a différents corps de métiers ou de fonctions dans la Ouais, ouais, société non, et non, mais t'es payé différemment. Donc, en fait, là, pour l'instant, je vois pas ce qu'il y a de non, mais on est d'accord. bizarre, enfin, tu vois, ou de Ouais, nouveau, ouais. en fait. Ouais, C'est juste qu'ils ont assumé que c'est des catégories. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça qui juste ça, la est, différence. c'est ça qui est nouveau pour moi, et fort, c'est que finalement quelque chose qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ, ils ont déjà remarqué entre guillemets Ok, que les peut-être gens c'est ça, ouais. que les gens étaient différents, et ils en ont fait toute une philosophie. Mm, Et en fait, ce qui se cache derrière la philosophie, bon, déjà, c'est tu as la rémunération avec le cas des brahmanes qui est un peu particulier. Euh, Ils ont aussi fait un truc où en fait les castes étaient autogérés, c'est-à-dire que les jugements se faisaient au sein d'une caste. mm. Ok. Et donc ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que en gros bah juste les brahmanes ils se jugent entre eux, les Mm. shudras ils se jugent entre eux. Et euh, Mhm. et donc euh, même finalement il évoque le fait que les notions de compétition ça se faisait au sein des castes. Et en fait les hindous ils vont te dire que c'est bien. Parce que typiquement, un Shudra n'aura aucune chance s'il était en compétition avec un Brahman. Donc ça permet Mm. voilà, aussi de faire plusieurs, De se mesurer à ce qui est à ta hauteur, quoi. voilà, de faire plusieurs catégories, bah, comme en sport, je sais rien, peut-être l'analogie est pourrie. Et en plus, donc là pour l'instant, c'est pas révolutionnaire, mais il y a, pour le coup, il y a vraiment un endroit où on est en opposition avec ça. C'est que lui, il dit qu'il y a une logique occidentale qui dit le roi n'a jamais tort. Et les hindous, en fait, ils diraient exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils considèrent que les Shudras, donc la classe, la caste la plus basse, n'ont jamais tort. Et donc, par exemple, il dit que pour une même violation de la loi, bah, en fait, les Vaishyas, qui étaient la caste au-dessus, ils sont 2 fois plus punis que les Shudras. Les Kshatriyas, ils sont 2 fois plus punis que les Vaishyas, donc 4 fois plus que les Shudras. Et les Brahmanes, qui est la plus haute classe, ils étaient punis entre 8 et 16 fois plus que les Shudras. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand même, parce qu'en gros, euh, quand tu as plus d'estime et plus de responsabilité, en gros, ils s'estiment normal que il doit y avoir qu'on n'attend pas la même chose de toi. On attend plus de toi quand on est plus Ouais, exigeant envers toi, exactement. quelque part. Ouais. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant, parce que là, pour le coup, ils sont quand même en opposition avec Bah nous. oui, Mm. complètement. Et, et ça, c'est un truc qui m'a assez marqué, du fait que ce livre, je pense, ça fait maintenant 2-3 ans que je l'ai lu, donc ça m'a assez marqué parce que j'y repense souvent. Et justement, on en parlait, c'est-à-dire que là, on enregistre l'épisode juste après l'élection de Trump, et je trouve qu'on retrouve un peu cette dynamique que j'ai remarqué, parce que d'un côté, donc je fais un petit préambule, mais d'un côté, on avait Kamala Harris qui représente plutôt l'establishment, les médias, les stars d'Hollywood, les grandes entreprises, les contracteurs de la défense, voilà. Et de l'autre, on avait Trump qui représente le populisme dans un sens où on emmerde les institutions, on emmerde les experts, qui représente les classes populaires, les ouvriers, voilà, on emmerde les institutions, ça peut aller très loin, par exemple jusqu'à ne pas concéder la défaite en 2020, jusqu'à envahir le Capitole, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'en regardant cette élection, en fait, ça m'a semblé évident de voir, donc pour moi, c'est pas un jugement de mérite, c'est une constatation. Ça m'a semblé évident de voir que tous les mensonges, les petits deals, les petites cachotteries, la mauvaise foi, les abus de pouvoir, en fait, c'était pas reproché à Trump. Et c'était reproché beaucoup plus à Kamala Harris et aux démocrates, comme si, en gros, on attendait beaucoup plus de sérieux de l'establishment,
alors que le mec populiste, en fait, On attend moins de lui, on lui passe plus de choses. Exactement. Et c'est pas un jugement de valeur. C'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas un jugement de valeur, c'est que c'est juste un truc que j'ai constaté, quoi. C'est que les gens, finalement, ce qu'on raconte là sur l'hindouisme, les gens, en fait, c'est comme s'ils avaient intégré ça dans leur cerveau et que naturellement, en fait, ça leur vient et ça s'exprime par le fait de ne pas juger à la même enseigne différentes personnes. Et je trouve que ça se voyait dans cette élection. Et ouais, c'est assez frappant, je suis d'accord. Voilà. Et donc, hyper intéressant qu'une culture à l'autre bout de la planète ait théorisé ces différences de cette manière. Et donc, c'est vrai que là où nous, on a construit tout un mythe autour de tout le monde est pareil. Ouais, l'égalité, tout ça. Ouais. C'est ça, non, un peu qui a. Ouais, nous on a vachement construit un mythe là-dessus, c'est-à-dire qu'on on est tout de suite gêné quand tu dis que tu sais, on n'aime pas quand on fait des moyennes et qu'on fait il y a des différences entre les groupes, qu'on remarque des petites différences, on fait c'est gênant. On est gêné quand on parle de QI parce que le QI ça semble suggérer que de base en fait les gens vont pas réussir à faire aussi bien s'il y a une grosse. Enfin, si t'as 80 de QI, c'est mort. Enfin, tu vas pas faire pareil que quelqu'un qui a 140. Enfin, et tout ça, c'est des trucs qui nous gênent, en fait. Et ouais, c'est des trucs qui nous gênent. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que passer d'une caste à l'autre, c'est un truc au départ, c'était un truc envisageable ou du coup tu restes au sein de ta caste, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est une déviance des castes, le fait que ça soit héréditaire. Alors, est-ce que par là, il veut dire qu'il y a 2000 ans, non, il y a 4000 ans, du coup, tu pouvais changer de caste. Il a l'air de suggérer sans dire changer, ça veut dire que tu pouvais naître. Ouais. Et je veux dire, est-ce qu'il pouvait se marier entre différentes castes? Tu vois, est-ce que c'était Enfin, tu vois, et du coup, si tu nais et on attendait de voir un peu ce que c'était. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu sur ta personnalité et tes capacités qu'on te dit, tu vas être plutôt dans telle ou telle caste, dans le monde idéal, en tout cas. Exactement. Alors, historiquement, je sais pas, mais lui, il insiste dans le livre que c'est vraiment ça l'esprit. Et donc, je sais plus, à un moment, il a une phrase, il dit, tu peux être. Enfin, je sais plus comment il tourne ça, il dit je vais mal le dire, mais il dit un roi n'a pas forcément un enfant prince, tu vois. Enfin, il dit comme ça, qu'en gros, ton enfant, c'est ton enfant, et il aura les capacités qu'il a et ce qu'il va faire de sa vie. Ouais. Et ça ne fait pas de lui, en fait, quelqu'un juste parce que c'est ton fils, quoi. Donc, dans l'esprit, en effet, c'est pas héréditaire. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu selon ce que toi ou peut-être les autres voient ce que tu vas apporter à la société, quoi. Tu as dit ça tout à l'heure, je trouvais ça intéressant. En quoi tu vas être utile, où est-ce que tu vas être le plus utile Non, mais ouais, mais je pense que il manque l'aspect pratico-pratique auquel là tu t'accroches un peu. Tu veux savoir comment c'était fait historiquement, concrètement. Non, mais en fait, c'est pas le point du livre, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est très c'est très philosophique. C'est-à-dire pourquoi d'où vient cette idée et est-ce que c'est pertinent et est-ce qu'on peut trouver un côté intéressant à cette idée. Ouais, mais j'essaye de la comprendre un petit peu plus parce que là, je trouve qu'on effleure un peu le truc, mais genre, j'ai pas l'impression de toucher le fond de l'affaire, même philosophiquement, tu vois. C'est pour ça que bref, ce truc d'utilité d'apporter à la société, pour moi, c'est un truc de fond philosophique, en fait. C'est de positionnement de l'être humain dans le groupe. Et je posais ces questions aussi parce que tu disais dans le un peu pour regarder ce qui est différent avec les sociétés occidentales, on a beaucoup construit aussi, et notamment avec les États-Unis, mais maintenant ça s'est mis partout, le truc de
de self-made man ou self-made woman, où Mm. tu pars de en bas et on te dit que c'est possible et que ça doit même être un but de monter, tu vois, de changer, d'évoluer. Peut-être que là, il y a moins ça, en fait. Il y a au départ, pas forcément... Enfin, c'est pas dans ce sens-là, quoi. Bah en fait, c'est pas tourné comme ça, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, quand il décrit le Shudra, ou allez, on va prendre le Shudra là, qui est la classe la plus basse, en fait, il le décrit comme quelqu'un qui est content de pas avoir de responsabilité, qui est content d'être supervisé et de pas, quand il va travailler, devoir réfléchir à mince et pas être stressé, et voilà. Juste, il sait ce qu'il a à faire, il fait son truc. Et à 5 heures, il s'en va, il rentre chez lui, il pense à autre chose. Donc c'est pas décrit comme Ouais, ok, je comprends. enfin c'est un peu c'est un peu vrai et c'est pas vrai parce qu'il y a des différences de rémunération et il y a des différences dans les jugements et tout ça, mais en tout cas ouais, c'est pas je pense que je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est pas décrit comme ça. Non, mais si, là, ça répond à ce que Mm. tu dis, c'est qu'on est capable de se contenter d'être là où on est, quoi. Ouais, enfin en tout cas, voilà. Je pense pas que en 15 minutes on va faire le tour d'une philosophie qui a 4000 ans. Mais en tout cas, c'était histoire touche du doigt. de pointer du doigt le truc, ouais. Et moi, ça me faisait penser au roman Le meilleur des mondes. Il me semble qu'il y a 5 castes dans le roman où en gros il y a les alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Et il me semble qu'ils sont génétiquement modifiés, les gens, pour être dans chacune des castes et socialement construits pour être dans chacune des castes. Et donc je me souviens plus, mais bon, les Epsilon, ils sont dans les mines de charbon, et bah, bref, du coup. Okay. Et là, du coup, dans ce roman-là, c'est plutôt pas marrant. C'est plutôt en mode pas stylé, quoi. Mais voilà, mais c'est aussi la philosophie occidentale qui a produit ce roman-là, quoi. Donc voilà. Ce qui prouve encore qu'on a un petit peu du mal avec ouais. cette façon de réfléchir, quoi. Ouais, mais même ça se voit que toi et moi, on est perdus parce qu'en fait, on n'est pas du tout habitué à penser comme ça, en fait. Et dès qu'on dit une phrase, on fait oulala, est-ce que je suis pas en train de dire un truc, c'est pas en train de déraper un peu, est-ce que est-ce que c'est assez woke ou pas? Et donc, on a un peu du mal, mais c'est rigolo. Ça demande un peu de temps d'intégrer. Exactement. C'est parce qu'on n'a pas du tout été éduqué comme ça, ouais. Donc, on a du mal. Donc ça, c'était sur, on va dire, les gens sont différents les uns des autres spatialement. Il y avait aussi l'histoire de temporellement. Voilà. C'est aussi quelque chose sur lequel ils insistent dans l'hindouisme, c'est que les gens évoluent. Et donc, dans notre jeunesse, on est surtout en quête de plaisir. Arrive un jour où on est lassé des plaisirs et on veut avoir du succès, donc argent, pouvoir, notoriété. Et arrive un jour où on est lassé d'accaparer les choses pour soi et où on veut rendre à la communauté. Et c'est l'âge où on trouve du sens dans le fait d'aider les autres, sa famille, sa communauté. Et encore une fois, c'est pas con comme trouvaille, évidemment. Ça a l'air con parce que je le résume en une phrase. Mais ouais, je sais pas si ça déjà ça te parle. À quel stade t'en es, toi? Bah, j'étais en train de me poser la question, mais je trouve tu te demandais à quel stade t'en étais. Bah oui, parce que tu vois, tu dis les trucs, mais t'as pas dit trop des périodes. Et est-ce que en fait c'est pareil pour tout le monde, ou est-ce que justement il y a des gens qui arrivent très tôt au troisième truc et ouais, bah en fait, et d'autres qui n'y arrivent jamais quelque part, tu vois. Attends, du coup, t'as dit quoi? Quand on est jeune, on pense que à se faire plaisir et tout. Ouais. Après. Ensuite, c'était les on veut argent, du succès, pouvoir, notoriété. Et après, on se détache de ça et on veut aider la communauté. Ouais. Ah, ouais. Ouais, je pense que je suis encore dans le deuxième, moi, quand même. T'es dans le deuxième. En fait, et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent ça
sans jugement, en fait, même si on a l'impression qu'il y a du jugement, ils disent ça sans jugement, dans le sens où ils disent, mais c'est normal à jouer avec des jouets quand t'es un enfant. En fait. Ils disent, c'est normal. Et après, ils disent juste, si t'es un adulte qui joue avec des jouets, là, c'est là où ça devient bizarre. Ils disent aussi, je sais pas, une personne de 50 ans uniquement intéressée par ses petits plaisirs, ouais, c'est un peu triste, en fait. Par son pouvoir. Et oui, c'est vrai que quelqu'un de 70 ans qui penserait qu'à accumuler des richesses, tu te dirais... 70 ans, tu serais peut-être un peu triste pour lui, quoi. Ouais, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a un peu de vérité dans ce qu'ils disent. Donc, en fait, tu as plusieurs stades. Il y a rien de triste dans chacun des stades, mais c'est juste... Non, c'est comme des étapes, quoi. Exactement. Par lesquelles on va certainement passer. Exactement. Et c'est vrai que je me pose la question pour nous, pour nos générations. Parce que je me dis, voilà, on est dans une société quand même un petit peu nouvelle, où je pense que tout le monde a remarqué que la société a tendance à exploiter un peu la solitude des gens. Tu commandes en ligne, tu vois les gens en visio. Pour les amis, j'ai les réseaux sociaux. Tout le monde déménage dans un autre pays, mais c'est pas grave parce qu'on va faire des visios. On va faire du télétravail. C'est très bien de pas faire d'enfants parce que ouais, t'as trop raison et personne peut te dire quoi faire. On est dans une bulle algorithmique, donc en gros, les gens se saoulent les uns les autres quand ils discutent ensemble. Les magasins, ils ferment. Ceux qui réouvrent, c'est ceux qui sont possédés par BlackRock ou je sais pas quoi, et ils sont hyper standardisés et sans âme. C'est mal poli de draguer, faut passer par les applications. Au resto, tu commandes sur les bornes ou sur ton téléphone, tu payes aussi. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'on a fait récemment où ça m'a rendu méga triste. Ouais. Et en fait, c'est quand on a été dans un resto où en fait, enfin c'est pas un resto mais un espèce de food court et tout, on commande que sur les bornes, quoi. Et je me disais, tu sais, là, le truc de burrito. Ouais. Et en fait, il y a un gars derrière son comptoir qui fait le burrito que t'as commandé sur ta borne. Et ça m'a rendu trop triste pour lui, en fait. Je me suis dit, mais c'est horrible. Enfin, du coup, il n'y a aucune interaction, il n'y a pas de moment un peu sympa avec les clients et tout. Mais quel est l'intérêt pour lui de faire ça, tu vois, en fait? Non, mais c'est... Bref, désolé, mais c'est juste ça m'a... Non, mais c'est pas bref, en fait, c'est le point. Enfin, je suis d'accord. En fait, enfin, là, tu cites un des points, en effet, mais tu pourrais en citer 1 million, des trucs comme ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai pas hâte de voir ce qui va se passer chez les gens, tu sais, où tu commences à arriver à l'âge où tu as quand même besoin d'être en communauté, de rendre à la communauté. Alors déjà, c'est pas marrant pour ceux qui... Enfin, on l'avait vu dans des livres comme The Anxious Generation. Déjà, c'est pas marrant pour les plus jeunes de pas se voir. Mais c'est vrai que je me dis... ceux qui vont arriver à l'âge où tu dois rendre à la communauté, tu dois être en communauté. Je pense que ouais, j'ai pas hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont même être capables de... Je sais pas. De concevoir cette pense étape que ouais. En fait, là je m'enflamme, mais je pense que les gens vont de facto être bloqués en fait à l'étape 2 là. Et voire 1, mais non, on va dire 2. Et les gens vont de facto être bloqués à l'étape 2 et vont pas pouvoir aller plus loin. Et donc, si je devais faire un pronostic, je pense que je pronostique quand même une certaine vague de tristesse chez les gens qui vont atteindre 45 ans, 50 ans, 55 ans vers cette zone-là. Je pronostique que ça risque de pas bien se passer. Voilà. Donc oui, j'aime bien répondre la joie et la bonne humeur. Ouais. Donc là, on a parlé de 3 niveaux. T'as pas dit dans lequel tu t'es, toi? Ouais, je me suis posé la question. En fait, moi, je trouve que je suis 2, border 3, quoi. Enfin, en gros... Toi, t'es un peu en train de reverser vers la société, quoi. Enfin, vers la communauté, quoi.
Ouais, de ouf, ouais. Non, un peu. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un de mes... Mais pas du tout. Mais non, mais genre... C'est une de mes caractéristiques principales. Mais non, mais je remarque que t'es un peu dans cette... Je suis d'accord que t'es dans une espèce de transition entre 2 et 3. Je te regarde pour voir si tu te fous de ma gueule. Mais non, pas du tout. Si tu m'avais demandé, j'aurais dit ça. Ok, Pour super. toi. Bah, tu Mais m'expliqueras. quoi? Non, mais tu m'expliqueras, ça m'intéresse. Non, mais je sais pas comment dire, mais juste c'est un feeling, quoi. Ok. Et donc là, on a parlé des 3 niveaux. Mais ce qui est rigolo, c'est que selon les hindous, il existe un niveau ultime. Donc voilà, c'est là où on rentre un petit peu dans la religion et c'est marrant. Et donc ça s'appelle le sannyasa, le renoncement. Et donc ils nous disent, après avoir rempli ses devoirs envers la société et la famille, une personne peut choisir de se détacher des biens matériels, des liens familiaux, des responsabilités sociales. Elle entre dans une phase de contemplation et de recherche spirituelle profonde, cherchant à comprendre le sens ultime de l'existence et atteindre la libération. Les individus dans ce stade mènent souvent une vie simple, comme des ascètes se consacrant à la méditation, aux pratiques spirituelles et à la compréhension de la réalité au-delà des attachements du monde. Voilà. C'est vrai que ça nous est un peu étranger comme ça, puisque on n'a pas atteint ce stade. Donc évidemment, ça peut paraître un peu bizarre. Mais on reconnaît, je trouve, cet aspect de la religion orientale, où ils ont tendance à se concentrer beaucoup plus sur la méditation et sur l'observation de la conscience, qui est quelque chose que, en gros, ils ont plutôt plus développé que les Occidentaux. Et donc voilà, évidemment, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent de stade ultime, je médite, j'observe la conscience et je me rends compte. Suffit. Et ça me suffit, comme Yuval Noah Harari dans 21 questions pour le 21e siècle, où il nous a fini sur un mindfuck. Il nous a fini l'épisode sur un mindfuck de l'infini. Voilà. Comment tu teases pour que les gens ils aillent voir les autres épisodes, quoi. Ouais, épisode 50, il me semble. C'est quand même le numéro. Et donc disons qu'ils sont... Ils ont plus exploré ce pan-là que les Occidentaux. Mais ça, je trouve que ça donne un peu envie. Genre là, j'étais un peu frustrée. Moi, je trouve que ça donne pas envie, justement. Ouais, mais je m'en doute. Ok. Mais voilà, j'étais frustrée quand tu t'es arrêté aux 3 trucs. Et je me suis dit, mais il n'y a pas un truc, justement, encore plus détaché de la réalité et tout. Ouais. Et en fait, si, il y en a un. Ouais, si, je sais pas, moi ça me... Mais bon, de manière fantasmée, tu vois, parce que je me rends pas compte de ce que ça veut dire. C'est qu'on est tellement loin de ce stade-là, je pense. On est très, 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 très loin, mais parfois, ça me donne envie, ces trucs-là, d'atteindre ça quand je serai âgée, tu vois. J'aurais envie d'avoir cette capacité-là, et peut-être pas à 100% du temps, donc je vais pas devenir, je sais pas quoi, là, mais d'avoir un peu plus cette capacité. Je vais pas devenir. Mais j'ai pas retenu le nom, finalement, le Sayanana, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas. Mais je sais pas, je fantasme ça dans la vieillesse, une forme... des fois, on parle de sagesse et tout, mais en tout cas, une forme de détachement et d'avoir un peu compris certaines choses qui fait que tu es un peu plus apaisé vis-à-vis de ce qui se passe. C'est ça. Mais en étant conscient, en étant lucide quand même. Ouais. Bon, voilà. Bon, je sais pas, on en reparle on en reparlera. Mais c'est vrai que comme ça, c'est pas hyper sexy. Enfin, quand Yuval Noah Harari dit en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est ça. Voilà, bon. Mais c'est ce que j'allais dire. Parce que tu as dit, ils essayent de percer le sens de l'existence et j'étais à tous les coups, il n'y a rien. C'est ça, c'est un peu... Ouais. Enfin bon, vous regarderez la fin de l'épisode... Il n'y a pas de sens, en fait. La fin de l'épisode 50. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de sens, c'est pas une histoire, vous n'êtes pas le héros. Enfin, c'est quand même compliqué. Et donc ça, c'est le stade ultime. Et je voulais juste dire, parce que c'est rigolo, ça n'a pas d'intérêt énorme, mais il existe 4 chemins pour atteindre ce niveau ultime, et les Indiens appellent ça des yogas. Des yogis. Attention. Donc c'est des yogas, et donc il y a le... Mais pas comme le yoga. Et voilà, justement, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est pas comme le yoga qu'on connaît. Et donc, parce que yoga, ça veut dire union. Et donc disons que c'est utilisé dans les 2 cas de figure. Et donc vous avez 4 yogas, 4 voies pour atteindre ce niveau ultime. Donc il y en a un, c'est accomplir ses devoirs et ses actions de manière désintéressée, sans attachement au résultat.
Ensuite, il y en a un, c'est la voie de l'amour et de la dévotion envers une forme personnelle de Dieu par la prière, le chant, la méditation sur le divin. Euh, En gros, c'est l'axe Z, j'ai l'impression, dont parle Jonathan Haidt dans l'hypothèse du bonheur, épisode 45. C'est que, en gros, la, euh, les rituels que tu performes à plusieurs, il se passe quelque chose. Voilà. Mais vous regarderez l'épisode en détail. Il y a le yoga de la connaissance, c'est la voie de la sagesse et de la connaissance spirituelle, donc études et réflexions profondes pour comprendre la nature de la réalité, étudier les textes sacrés, pratiques introspectives, et le dernier, le yoga royal, qui est en gros utiliser des pratiques de discipline mentale pour atteindre la maîtrise de soi. Le pratiquant peut atteindre un état de profonde méditation et d'union avec le divin. Ça ne sert un peu à rien, mais je trouvais ça rigolo, voilà, de dire ok, c'est quoi les 4 chemins officiels pour atteindre, on va dire. Si jamais vous voulez en emprunter un ou deux, n'hésitez pas. Voilà, le sannyasa, le renoncement. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour le bouddhisme, pour l'hindouisme. Pas du tout. Pas du tout. Et je propose de passer au bouddhisme. Donc concernant le bouddhisme, je voulais pas parler de la vie de Bouddha. Je trouve que c'est pas le plus intéressant. Je voulais pas parler des 4 nobles vérités. C'est un truc que beaucoup de gens connaissent. C'est en gros, c'est les 4 trouvailles de Bouddha. C'est les enseignements. Donc si je résume très crûment, ça consiste à dire que la vie humaine est marquée par la souffrance, que la souffrance est causée par nos désirs et attachements, mais que le Bouddha a enseigné qu'en les éliminant, on élimine la souffrance. Et donc, si tu le fais vraiment bien, tu atteins l'éveil spirituel, le nirvana. Donc, je voulais pas qu'on se focalise là-dessus. Mais on peut quand même faire la parenthèse que quand même, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se diffuser dans le monde occidental. C'est quand même une bonne idée qu'on a pris aux orientaux et qu'on diffuse dans le monde occidental. Le fait que tout ne réside pas autour des plaisirs, des biens matériels, de la consommation, tout ne réside pas autour de toi. C'est quelque chose qu'on a récemment importé. Donc comme quoi, la mondialisation a du bon. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pas très original, les 4 vérités de Bouddha. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans le bouddhisme et que je voulais relever ici, et ça va vous paraître bizarre, mais c'est le schisme qui a eu lieu au sein du bouddhisme. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc on sait que les religieux ont tendance à se diviser. Donc le schisme que nous on connaît, c'est catholique orthodoxe ou protestant, pourquoi pas, et sunnite chiite, on connaît aussi. Et en fait le bouddhisme c'est pareil. Ça veut dire que il y a eu un schisme et ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir pourquoi et sur quoi les gens se sont divisés dans le bouddhisme. Et donc, ils se sont divisés sur des questions du style, les gens sont-ils indépendants ou interdépendants? L'univers est-il bienveillant envers les humains ou est-ce un ennemi? Quelle est la meilleure partie des hommes? Est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est la tête? Et est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou respecté? Et ils se sont divisés là-dessus. Ah ouais. Et je trouve ça quand même C'est très très fort. Donc c'est hyper original. C'est beau. C'est beau. Et donc le bouddhisme, il s'est divisé en deux courants. Donc il y en a un qui s'appelle le Mahayana, qui veut dire le grand radeau. Et il y en a un qui s'appelle le Hinayana, qui veut dire le petit radeau. Et donc le grand radeau, donc ça c'est moyen mémotechnique, étant le bouddhisme où le but est d'aider tout le monde à atteindre l'éveil spirituel, le nirvana. Et donc c'est le cœur qui est le plus important. C'est une religion qui est plus pour les profanes, donc pas pour les spécialistes. Et donc tu vas avoir des temples plus élaborés, des rites plus élaborés. Et évidemment, c'est celle qui gagne en termes de nombre. Enfin, c'est le grand radeau, quoi. C'est vraiment la religion pour tout le monde. On s'aide tous ensemble pour atteindre l'éveil spirituel. Et donc ça, c'est
le mouvement qu'on va voir au Japon, en Chine, en Corée, en Vietnam, Népal. Et par opposition à ça, il y a le petit radeau, qui est le bouddhisme, où chacun essaie de son côté d'atteindre l'éveil spirituel. Donc c'est plus la philosophie de l'être humain doit se débrouiller seul dans l'univers, la tête est le plus important, c'est une religion pour les spécialistes, pour les moines, donc c'est là où tu vas voir les moines qui portent la couleur orange, enfin, je pense qu'on les a tous vus. Voilà. Et évidemment, les adeptes du petit radeau n'étaient pas tout à fait satisfaits avec l'appellation petit radeau. C'était pas. Ils ont pas kiffé, quoi. C'était pas chaud. Et donc, ils l'ont appelé Theravada, donc qui veut dire le chemin des anciens. Voilà, ils se sont pas laissés faire. Et donc. Se la pètent un peu, quand même. Ils se la pètent un peu. Il y en a un autre qui s'appelle, je crois, le chemin du diamant. Enfin, vous me corrigerez, mais il y en a un où c'est encore plus. Ouais, ok. Le niveau au-dessus, quoi. Ouais, c'est le niveau au-dessus de. On est là. Le chemin de diamant. Et qui a la chanson Le radeau de la Méduse dans la tête depuis que t'as dit radeau? C'est toi? Bah non, mais je pose la question aux auditeurs. Ah, d'accord. Bah, franchement, alors, c'était à 0% moins. Mais bon, peut-être que c'est que vous devriez moi. savoir que Clem est une grande fan de variété française. De variété française. Donc ça, c'est plutôt sur les pays Thaïlande, Sri Lanka, Birmanie, Laos et Cambodge. Voilà, c'est pour voir un petit peu comment les trucs sont répartis. Est-ce que, je sais pas, comment ça te fait réagir le fait que ça se soit divisé entre finalement individualisme et communauté? Enfin, c'est original quand même. Ouais, c'est marrant. Parce qu'en plus, on a l'idée que religion, de toute façon, c'est forcément. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'idée que c'est communautaire. Tu vois, que c'est pour le groupe et tout. Donc le fait que là, il y a des gens qui assument que, en fait, non, ils le font pour s'élever eux et que tout le monde peut pas suivre, c'est original. Ça, ça me rend un peu curieuse, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que t'as l'impression quand même que les pays où le grand radeau s'est propagé, j'ai l'impression que t'es pas choqué parce que c'est les pays où la communauté est mise en avant. Enfin, tu vois, quand tu vois que ça se propagé en Chine, par exemple, tu te dis, ok, peut-être ça fait sens. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi des questions qui nous divisent. C'est-à-dire que d'un côté, tu sais, il y a les gens plus à droite qui vont dire, qui vont insister sur l'individualisme, la réussite personnelle, et les gens plutôt à gauche qui vont avoir tendance à insister sur le collectif. Donc, voilà, on a cette tension chez nous aussi. Donc, je trouvais ça intéressant que on le retrouve dans le schisme de cette religion. J'ai l'impression, tu sais, les gens qui disent je suis spirituel mais pas religieux, à part le fait que ce soit un peu énervant. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça. C'est les gens qui veulent se donner de l'importance en se disant, bah moi, tout l'aspect communautaire, l'aspect rituel, tout ça, je fais pas, mais je suis mon chemin personnel. Ah ouais, c'est intéressant. J'avais jamais pensé comme ça. Et en fait, c'est pas déconnant dans une société occidentale où finalement l'individu est un peu au centre des préoccupations. C'est pas déconnant que ça soit quelque chose de bien de dire que t'es quelqu'un qui se démarque. Voilà. Alors que ça pourrait être très bien d'être religieux dans le sens où c'est des traditions qui sont vieilles de plusieurs millénaires. Il y a sûrement plein de choses intéressantes dedans. Tu pourrais prendre ce chemin tout tracé qui existe déjà et apprendre plein de choses super intéressantes. Donc, ouais, c'est pas évident non plus que ça soit super malin de tracer ton propre chemin. Mais ouais, c'est une manière de se démarquer. Donc, voilà, c'est intéressant. On peut faire des parallèles avec nous.
Et à un moment, il pose la question qui a raison, donc entre le petit radeau et le grand radeau. Et donc, le petit radeau, c'est une doctrine qui est proche du Pali Canon. Donc, c'est de la littérature qui contient, entre autres, les enseignements du Bouddha. Alors que le grand radeau, il nous dit que c'est plus une religion qui prend exemple sur la vie de Bouddha, plutôt que sur les enseignements, qui, on le rappelle, n'est pas resté dans le nirvana, mais qui est revenu pour enseigner ce qu'il avait appris aux autres. Et donc, tu vois, qui a raison, ça n'est pas tranché. Voilà. Donc, c'est rigolo. Donc, ça, c'est... Bah, ouais, enfin... Moi, toi, tu dis que c'est le grand radeau qui a raison. Mais pas du tout. C'est quoi que tu dis? Non, je trouve que... Est-ce que c'est une bonne question? En fait, pourquoi... Qui a raison? Oui. C'est pas une bonne question, c'est juste que je pense qu'ils doivent se taper sur la gueule. Oui, c'est ça, j'imagine bien, mais je me dis, c'est pas forcément... Ça peut coexister. Comme tu dis, quelque part, peut-être ça répond à différentes façons d'aborder la religion et la vie, du coup, d'une manière générale, ou son chemin de vie. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que je sais pas quoi faire du fait que tout à l'heure, j'ai dit que chez nous, ça coexistait avec la droite et la gauche, et puis ensuite je me suis contredit en disant c'est vrai qu'on est quand même vachement individualiste. Et puis c'est ça. Donc, déjà je me suis contredit, et après on voit que eux ils sont finalement divisés sur cette question-là. Mais bon, j'imagine que le concept d'individualisme et de collectif, ça doit aussi exister chez eux. Oui, c'est donc sûr. c'est forcément un peu parce plus que là, de toute façon, ça. comme tu dis, on simplifie, Exactement. On fait des raccourcis qui fait que des fois, quand on fait nos comparaisons, finalement, ça marche plus très bien. J'imagine que c'est un tout petit peu plus profond à certains endroits. Voilà. Mais voilà, donc très intéressant. J'ai trouvé ce passage sur le schisme. Et je peux faire un aparté sur l'hindouisme et le bouddhisme, parce que maintenant qu'on a parlé des deux, on peut dire ça, c'est rigolo. Donc pour info, le bouddhisme s'est propagé en Inde en opposition aux rituels et concepts hindous. Donc c'est l'empereur Ashoka au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, j'ai appris ça dans l'histoire en manga, qui est, je pense, pour ceux qui ont 10 ans. Ouais, à peu près. Mais c'est très très bien. Voilà, et donc propagé par l'empereur Ashoka, et qui a finalement été réabsorbé par l'hindouisme. Donc le bouddhisme propagé par cet empereur s'est fait réabsorber par l'hindouisme, et en fait quand il s'est fait réabsorber, l'hindouisme a intégré plusieurs de ses principes, donc tels que la compassion, la non-violence et l'éthique. Et donc c'est plutôt... Ils n'avaient pas ça avant. J'avoue, quand tu le dis comme ça se fait pas, mais en tout cas c'est ce que dit Houston. Ouais, moi je dirais que ça se dit Houston comme la ville, mais j'en sais rien. Huston. Parce que là j'ai marqué Hudson, mais c'est pas ça. Non. Huston. Voilà. Donc ce qu'il nous dit, c'est que en fait, voilà, plutôt qu'une défaite du bouddhisme, en fait, ça a été une assimilation qui a laissé une empreinte durable sur l'hindouisme. Et même un truc notable, c'est que ça a élevé le Bouddha au rang de divinité. C'est-à-dire qu'en fait, il est intégré dans le panthéon des hindous. Donc il y a Bouddha dans le panthéon, il est là, tu vois. Ok. Ouais. Et donc voilà, avec sa propre philosophie. Et donc voilà, il est considéré comme un avatar de Vishnu. Alors Vishnu, c'est un des principaux dieux qui descend sur la terre pour guider l'humanité. Donc on considère qu'il a pris l'apparence du Bouddha pour enseigner aux gens la compassion et la non-violence. Mais c'est rigolo, quoi. Voilà, disons que l'hindouisme a absorbé les bonnes idées, on va dire, du bouddhisme. Voilà. Donc voilà pour les choses intéressantes que j'ai vues dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, et on peut terminer par le confucianisme. Donc Confucius, qui est né en 551 avant Jésus-Christ en Chine, était un philosophe qui a profondément influencé la culture et la pensée chinoise, et d'autres pays autour d'ailleurs. Et il a notamment mis l'accent sur la bienveillance, le respect des aînés et l'harmonie sociale. Et donc lui, il arrive à un moment de la Chine qui s'appelle la période des royaumes combattants. C'est dans l'histoire en manga. Toujours ça. Si vous avez lu l'histoire en manga, le tome 3, la période des royaumes combattants, où tout le monde se fait un petit peu la guerre, et donc la Chine était très fragmentée.
Et c'est un peu dit à demi-mot que les Chinois avaient besoin de la philosophie de Confucius à ce moment-là, quoi, qu'il est un peu bien tombé. Et voilà, il appelait chaque individu à un sens du devoir et de l'éthique. Et donc ces maximes ont profondément façonné la culture chinoise. Voilà, donc ça inspire le système éducatif, les valeurs de la société pendant des siècles. Et je paraphrase, mais ça ressemblait à serre ton père comme tu voudrais que ton fils te serve, serre ton grand frère comme tu voudrais que tes petits frères te servent, traite tes amis comme tu voudrais qu'ils te traitent. Et ça ressemble pas mal à la règle d'or que nous on a dans la Bible, qui est, tu sais, comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'on se comporte avec toi. Je paraphrase aussi, dans le Nouveau Testament. Sauf que là, il y a une dimension plus précise qui est que, tu vois, dans la Bible, en gros, t'as un peu cette impression, comporte-toi pareil avec tout le monde. Alors que là, il y a un peu l'introduction de différents statuts. C'est-à-dire, le fils doit se comporter avec son père comme lui, il aimerait que son fils se comporte avec lui. Donc, c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait réciproque. Tu t'adaptes ton comportement à la personne que tu as en face de toi. Et donc, tu parlais d'un peu hiérarchie sociale. T'as le fils, le père, les anciens, l'apprenti, le maître. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, le grand frère, le petit frère. Les amis, du coup, c'est d'égal à égal. Mais voilà, disons qu'il y a aussi cet enseignement de respect des aînés, voilà, bon, des sachants, voilà. Et je pense que tu peux être typiquement, c'est pas, ça peut être fluide dans le sens où, imagine, toi, t'es expert dans un domaine, j'en sais rien, le bricolage, tu vas faire un cours de bricolage et tout le monde va te respecter. Et puis après, toi, tu vas aller dans un cours sur ou toi, tu vas aller voir ton père et tu vas écouter ton père. Non, mais juste pour dire, toi, tu vas après aller sur un cours dans un cours pour planter des choux, et là, tu vas être l'élève et tu vas avoir du respect pour le maître, et ça peut être malléable, quoi. Mais du coup, là aussi, dans cette philosophie, on accepte de faire la différence entre les gens, du coup. Alors, ok, c'est fluide, mais ça reconnaît une différence exactement. par rapport à ce qu'on exactement. disait. On n'est pas tous égaux, en fait. Exactement. Alors, moi, face au maître ou au père ou à la mère ou je sais pas quoi, c'est pas pareil, en fait. Ouais, alors que nous, c'est un truc qu'on est plutôt en train de perdre. C'est-à-dire que, tu sais, au lycée, tu vas avoir les jeunes qui vont dire pourquoi est-ce que je parlerais bien à mon prof parce que lui, il m'a manqué de respect ou machin. Donc c'est plutôt... voilà, on est plutôt pas dans cette dynamique-là, quoi. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire aussi ce qui est super intéressant, c'est que cette philosophie-là de Confucius, elle était en concurrence, en fait, avec deux autres courants de pensée de l'époque. Il y avait le réalisme, que Yuval Noah Harari appelle le légisme dans son dernier livre, qu'on va faire le prochain épisode. Ouh là là, attention. Qui était en gros, là c'est moi qui parle, mais en gros le réalisme c'est être de droite plutôt. Enfin c'est en gros c'est utiliser l'autorité pour rétablir l'ordre, quoi. En gros c'est ça. Okay. Et donc il y avait le réalisme d'un côté qui était en concurrence avec le confucianisme, et de l'autre côté tu avais le moïsme. Qui est encore, c'est moi qui parle, c'est être de gauche. Et mais c'est des conneries, ce que je dis, c'est juste un moyen mémotechnique pour retenir. Et donc le moïsme, c'est plus, en gros, prôner l'amour entre tous et tout le monde, voilà, pas avoir recours à la violence. Okay. Et donc, lui, il n'était pas d'accord. Donc pour nous, les failles des deux systèmes sont assez évidentes. Et lui, il prenait une troisième voie, donc, et la troisième voie qu'il prenait, c'était, c'est paraît évident, mais c'est l'éducation. C'est-à-dire, si tu éduques les gens dans le respect de la tradition, si tu les éduques à l'éthique, tu vas te retrouver avec un bien meilleur résultat que si tu avais suivi les réalistes ou les moïstes. Voilà. Donc, d'ailleurs, petit aparté, Yuval explique que la dynastie des Qin, ils étaient légistes, et il en parle comme la première tentative de gouvernement totalitaire. Et les Han, juste après, ils étaient confuséens. Voilà. Donc on va le croire sur parole parce qu'on n'y connaît rien, et ce n'est pas dans l'histoire en manga.
Mais j'aime bien cette approche qui est sûrement une approximation, mais de dire chaque dynastie avait son idéologie. Je trouve ça rigolo. Donc voilà, fin de la parenthèse. Et je trouve que c'est intéressant comme remarque de dire que si t'éduques les gens, que tu leur apprends à être vertueux, que tu leur apprends à reconnaître la vraie vertu, à savoir discriminer le bon du mauvais, à savoir stigmatiser les comportements délétères, bah quelque part la société s'autogère, quoi. Enfin, je trouve ça... Et moi j'ai un souvenir qu'il y a aussi... ce qui est prôné aussi, c'est une forme de discipline. C'est quand même assez exigeant, j'ai l'impression, le confucianisme, dans ce que j'en avais compris quand j'étais jeune, avec mon prof de chinois. C'était peut-être une déviance de sa part. Ouais. Non, ça, je vais donner après les 5 piliers, mais je regarde si dans les 5 piliers, là, il y a quelque chose qui me fait penser à de la discipline. Rien que dans l'éducation, pour apprendre, il faut une certaine discipline, tu vois, c'est pas... Bon, écoute, on va voir dans les 5 piliers, c'est un truc qui nous fait penser à ça. On va voir tout à l'heure, ouais. Donc là, pour l'instant, voilà, je trouve ça hyper intéressant parce que comme ça, spontanément, tu vois, j'avais plus en tête moïsme et réalisme, j'avais plutôt tendance à voir ça comme les deux extrêmes et qu'il faut trouver un juste milieu. Mais en fait, pas du tout. En fait, finalement, lui, il dit juste, c'est pas un juste milieu, c'est autre chose. C'est si t'éduques les gens, en fait, t'as pas besoin d'avoir recours à trop de force. Pas besoin d'avoir ou d'être dans l'amour, machin. Enfin, voilà, voilà. Et je sais pas pour la Chine, mais tu sais, on entend souvent dire que au Japon, si tu oublies ton téléphone dans un parc, tu reviens 1 heure après, il est toujours là. Et donc, je trouve que il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire que du coup, t'as pas besoin d'autorité, par exemple, dans ce cas-là, puisque juste les gens sont bien éduqués, en fait. Ouais, d'accord. Voilà, donc il y a ça, c'est vrai, que la société s'autogère quelque part. Ouais. Ok. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Je peux faire quelques parallèles avec notre société, mais je sais pas si tu veux en faire, si ça te fait penser à quelque chose. Ou alors si je continue. Mais vas-y, continue, je rebondirai. Ouais. Donc déjà, les parallèles, les trucs auxquels ça me fait penser. Déjà, un truc dont je parle tout le temps, c'est maintenant on a le smartphone, on rend la population addicte à scroller à l'infini, à ne plus jamais s'ennuyer. Et pour moi, tu sens que ça détricote petit à petit le grand projet confucéen d'avoir des gens un minimum au fait de certaines choses. Si ça fait un peu sens, ce que je dis. Et typiquement, parce qu'on est dans les élections américaines, c'est vrai que l'autre jour, j'écoutais un podcast où les gens étaient un peu moqueurs parce que, en gros, Kamala Harris, elle a changé d'avis sur des trucs et elle veut absolument pas admettre qu'elle a changé d'avis. Et donc ils étaient un peu moqueurs. Et en fait, ça me faisait penser, si ta population est pas assez éduquée, tu sais, pour voir... C'est ce qu'il disait tout à l'heure, pour savoir discriminer le fait que c'est un peu ridicule de faire ça. De se moquer de quelqu'un qui change d'avis ? Non, de pas assumer de changer d'avis. Oui, c'est ça. De pas assumer de changer d'avis, c'est un peu ridicule. Mais que, en fait, tu trouves que quelqu'un qui change jamais d'avis, c'est bien, et pour une raison qui m'échappe, mais j'imagine qu'on pourrait la formuler. Tu peux justifier que tu as plus confiance en oui, voilà, ouais. Opinion. En fait, finalement, elle va pas changer de stratégie, en fait. Elle va continuer à faire son truc. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure si tu n'enseignes pas la vertu aux gens, si tu n'enseignes pas ça c'est vertueux, ça c'est pas vertueux, tu peux te retrouver avec des problèmes. Alors là, j'ai pensé à ça, c'est pas un problème très grave, mais avec des problèmes un peu comme cela, où finalement, après tout, si les gens ne font pas la distinction entre un comportement noble et un comportement pas noble, pourquoi être noble ? Et oui. Voilà. Donc voilà, ça c'est intéressant, et c'est évidemment encore plus vrai avec Trump. Donc voilà, c'est juste, on est en plein dedans. Et il y a un autre parallèle à faire aussi avec l'immigration, puisque l'immigration, finalement, ça consiste à importer des gens qui ont été éduqués autrement. Donc en fait, c'est ça aussi qui inquiète certaines personnes. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion, on était en Serbie en octobre dernier, dans le parc,
avec les enfants qui jouent, et les enfants mangent leur sandwich et jettent le papier du sandwich par terre. et c'est vrai que c'est hyper bizarre. Nous, ça nous a fait Non, chelou. mais c'est très chelou. Enfin, je veux dire, juste, ils le prennent, ils le froissent, et ils le jettent par terre dans le parc, et puis l'autre Et il se barre, quoi. derrière lui dans un buisson, et il se barre, quoi. Et donc, c'est vrai que, voilà, c'est sûr que ces gens-là, et donc je fais exprès de prendre les Serbes, parce que vu que je suis serbe, du coup, je suis politiquement correct. Et je suis hyper woke, mais c'est vrai que tu te dis, si ces gens-là ils viennent en France, au bout de combien de temps ils vont arrêter de faire ça, donc ça pose aussi ce genre de questions, quoi. Donc je trouve ça rigolo. Et un autre truc auquel ça me faisait penser, c'était que je m'étais souvenu que quand j'étais en école d'ingénieur, quand tu es en deuxième année, donc c'est en 3 ans. Quand tu es en deuxième année, tu es chargé d'accueillir les premières années. Et en fait, j'ai remarqué un phénomène qui était incroyable. C'était que beaucoup de choses que tu fais vont être vues par les premières années, par les nouveaux. Et eux, ils vont considérer que c'est la coutume, que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Que c'est normal et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que tu te dis, des trucs que j'ai fait pour la première fois, en fait, et que les premières années t'ont vu faire, tu vas revenir plusieurs années plus tard et tu vas être ébahi par le fait que c'est toujours là, quoi. Et que les gens continuent à faire, et ça peut être une grosse connerie, hein. Et donc c'est vrai que mais là, c'est quoi ton point? C'est sur la transmission, la culture, quoi? Ouais, c'est ça. Sur l'éducation, ouais. Sur l'éducation. Ouais. C'est-à-dire que si, par exemple, oui, c'est ça. Enfin, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais en gros, si t'éduques les personnes avec, je sais pas si on peut appeler ça des valeurs, parce que j'aime pas ce mot, mais si t'éduques les gens sur certaines choses, sur, j'en sais rien, l'égalité, la laïcité, la fraternité, on peut faire toute une liste de valeurs, mais si tu les éduques quand ils sont jeunes, et qu'en gros ils naissent là-dedans, et que pour eux ça a toujours été normal de faire ça, en fait tu t'achètes, entre guillemets, une vie sans emmerde derrière, parce que t'as des gens qui sont acquis à ta cause, en fait, finalement, et qui font ces choses-là naturellement, sans que t'aies besoin de faire quoi que ce soit. Donc c'est à ça que ça me fait penser, en fait. Et donc voilà. Donc, je trouve ça assez séduisant, le fait que par certains messages passent par l'éducation. Ça établit un certain ordre dans la société. C'est sans doute un boost de PIB incroyable, parce que, alors PIB c'est peut-être pas ça marche pas du coup, mais c'est un boost d'économie d'argent incroyable, parce que t'arrêtes de dépenser des sommes folles pour des conneries, parce que la société s'autogère, en fait. Donc y a plein de trucs que tu vas pas, enfin déjà sans doute moins de policiers. Donc voilà, c'est pour ça que le PIB ça marche pas, mais c'est vrai que voilà, c'est intéressant, et en plus c'est un processus vertueux, parce que c'est un processus qui est un cercle vertueux. Alors, si tes gens sont bien éduqués, ils vont élire des gens qui sont bien, qui vont après réinjecter ça dans la société en réformant l'éducation pour qu'elle soit encore meilleure, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est un cercle vertueux, donc c'est hyper intéressant. Et force est de constater que le cercle vertueux, il marche aussi dans l'autre sens. Enfin, ça peut aussi faire une spirale qui est dans l'autre sens, quoi. Moins les gens sont éduqués, moins les gens sont au fait de ce qui est vertueux, de ce qui n'est pas vertueux, moins les gens sont au fait de certaines choses, plus ils peuvent élire les mauvaises personnes, qui après vont ne pas les aider, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça marche, quoi. Voilà. Donc voilà. Le but ultime de Confucius, c'est de créer un environnement où les motivations personnelles vont dans le sens du bien-être collectif. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on parlait d'éducation et c'était un peu vague. Donc, je vais donner les 5 piliers. Ça peut être intéressant. Donc, il y a apprendre la générosité, la bonne foi et l'empathie.
2, chercher à accommoder les autres plutôt qu'à tirer profit d'eux. 3, les relations fondamentales, donc parents-enfants, mari-femme, apprenti-maître, doivent être bien établies pour le bon fonctionnement de la société. 4, dirigé par l'exemple moral et la vertu afin d'inspirer respect et confiance chez tes subordonnés. Et 5, les arts de la paix, musique, poésie, film. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Wow. Ok, le 5, je suis en train de bugger. La culture artistique, quoi. Ah oui, c'est ça, enseigner les... D'accord, merci. Enseigner les arts, donc notamment par exemple de la paix, la musique, la poésie, voilà. Donc voilà, donc éduquer, mais pas n'importe comment, selon certains préceptes. Et donc oui, en effet, j'avais noté, je m'en souviens maintenant, je m'étais posé la question, c'est quoi les préceptes de l'éducation française? On pourrait dire c'est la laïcité, l'égalité, la fraternité, les valeurs républicaines, l'esprit critique, être un bon citoyen. Voilà. Je pense que ça pourrait être des choses qui sont... pas qui devraient être enseignées, mais je pense que c'est admis que c'est plus ou moins enseigné. Ça pourrait être mieux, évidemment, mais disons que dans le parcours d'un élève classique, c'est quand même des choses qui sont enseignées. Ouais. Voilà. Et donc voilà. Voilà pour ces 3 religions. Donc World of Religion, focalisé sur hindouisme, bouddhisme, confucianisme, en essayant d'extraire les parties que j'ai trouvées les plus intéressantes, ce qui est dans l'esprit du livre, puisque c'est ce que notre ami a voulu faire. Voilà. Est-ce que toi, t'as découvert des choses? Oui, parce qu'en fait, je connaissais pas bien ces religions. Je trouve qu'on confond toujours un peu, bon, peut-être pas confucianisme, mais hindouisme, bouddhisme. On confond le confucianisme. C'est confondant. Ouais. Non, mais je pense hindouisme, bouddhisme, peut-être c'était pas trop clair qui était quoi et qui prenait quoi. Qui avait absorbé qui. Et après, en plus, comme ils s'absorbent là, ils nous embrouillent. Ouais. Et non, mais c'était intéressant aussi d'avoir la vision, un peu les choses qu'on connaît moins, quoi, qu'on a moins entendues. Ça permet de mieux comprendre ce que c'est et ce qu'il y a derrière ces religions, quoi. Eh ben cool, on espère que tout le monde a bien kiffé. Et puis, ouais, je vais éteindre la lumière parce que pour faire briller mon t-shirt. Ah oui, je voulais te demander Allez, tout on à va l'heure. faire ça, hop. Allez, t-shirt qui brille. Quoi? Non, ça marche pas parce que j'ai l'écran du PC. Attends, une seconde. Et voilà. Ça, c'est le petit kiff. Allez, à plus. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne journée.